Ok, donc bonjour à tous, donc David Trichet, donc président de l'Union professionnelle Réunir. Donc on est à peu près à l'heure, malgré quelques petits soucis techniques de mon côté. Donc ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, donc on a un webinaire en partenariat donc avec l'AGA et qui fait suite à la demande des agents TLM, c'est-à-dire que j'ai soumis à un sondage différents thèmes de webinaire. Et c'est effectivement plutôt les thèmes juridiques qui sont ressortis, et en l'occurrence, tout ce qui est obligation de résultat, je dirais, et tout ce qui est notion d'exclusivité. Donc, je passe la main à Aurélie et Jonathan pour l'animation de ce webinaire. Bonjour tout le monde, on est ravis de vous retrouver. Donc, on travaille tous les trois à la fédération. La fédération, vous le savez, quand vous souscrivez, entre guillemets, vous inscrivez au syndicat, c'est une double adhésion puisque vous adhérez aussi à la fédération. On est aujourd'hui 30 salariés à votre disposition, aussi bien pour la formation, la communication et l'aspect juridique. Et donc aujourd'hui, j'ai le privilège d'être accompagnée de deux juristes qui travaillent sur le métier et le mandat, Aurélie Lebillan et Jonathan Parianti, qui vont vous parler production. Vous avez un onglet production, pardon, excusez-moi, questions, donc n'hésitez pas, comme ça je me permettrai de relayer les questions en direct à Aurélie et Jonathan. Jonathan, Aurélie, c'est à vous. Merci Aurélie. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Aurélie Lebillan, juriste métier. Donc, sur les parties, les questions et problématiques sur le mandat et spécialisée sur aussi tout ce qui est la réglementation d'intermédiation d'assurance. Donc, je serai accompagnée de Jonathan pour vous parler de la production. Donc, aujourd'hui, production exclusivité. Donc, la production au cœur du mandat, donc on va voir que ce n'est pas forcément une notion très bien définie, même si c'est un peu le cœur de l'activité et pas mal d'échanges en fait, d'échanges avec la compagnie concernant les agents sur ce sujet-là, et on enchaînera après avec tout ce qui est partie exercice, donc courtage. Sur la notion de production en elle-même. Ça va vous paraître bizarre, mais c'est une notion, bien qu'au cœur du mandat, elle n'est pas définie que ce soit dans les statuts 49-50 que dans celui de 96. En gros, dans les anciens statuts, on va aborder l'angle uniquement de la sanction, si vous voulez, en cas d'insuffisance de production, c'est-à-dire la révocation. Et sous le statut de 96, par contre, on aborde sur la notion en fait, de l'exclusivité de production et qui sera en lien ensuite avec l'exercice du courtage. Quand on redescend un peu les normes pour le statut de 96, donc dans les accords contractuels, par contre, on aborde la question de production, on va parler d'objectifs concertés, de plans d'action commerciale à mettre en place avec l'inspecteur, on va même de plans de développement avec des objectifs commerciaux. Et en général, ce sont des notions que vous allez retrouver aussi dans votre traité de nomination. Du coup, je me suis amusée à reprendre un peu vos accords chez TLM. Et vous concernant sur la production, on va la retrouver, donc la notion de production dans la zone de prospection prioritaire. Donc, ça va être votre circonscription. On va rappeler aussi le principe de l'exclusivité de production. Et comme le statut 49-50, on va réaborder la notion au moment de la révocation pour insuffisance de production. Et ensuite, au moment des commissions et intéressements, on va encore avoir la notion de production, puisque la commission elle va rémunérer le travail de production et les travaux de gestion sur les dossiers. Donc voilà un peu comment on va retrouver la notion de production sous les statuts. Donc, sous le mandat, on vous oblige à avoir une production qui est quand même suffisante. Mais comme je vous l'ai dit, du coup, ni le statut en brut, ni les accords contractuels, finalement, définissent vraiment la notion. Donc, là, ce que je vous mets, ça va être les critères de définition. C'est par défaut, si vous voulez, aux critères qu'a donné la jurisprudence sur tous les litiges qu'il y a eu sur l'insuffisance de production, où on en a eu pas mal. Donc là, ça va être plutôt des résultats qui vont être envisageables sur la circonscription donnée, forcément sur votre circonscription d'activité,
Il faut prendre en compte les caractéristiques de la clientèle, hein, finalement, si vous êtes sur du pro, sur du particulier, et aussi le degré de concurrence dans la zone, finalement, parce que si vous avez un gros courtier qui fait que du pro, vous savez que sur les contrats pro, vous allez avoir une forte concurrence qui n'aura peut-être pas d'autres agents. Par contre, voilà, la notion, même si elle n'est pas définie, ça reste quand même une notion qui est dépendante de la stratégie de l'assureur. Je vous ai mis en gros ce que ressort la déclaration commune. Alors, vous savez, AGA a négocié la convention 96 avec la FFSA, qui est devenue France Assureur récemment, et donc qui se voient assez régulièrement pour parler ensemble et négocier. Donc, en 2006, ils sont arrivés à une déclaration commune. Donc, ça n'a pas de valeur, si vous voulez, juridique intrinsèque. Par contre, ça vous donne une notion sur ce qui est entendu par la place, entre guillemets, c'est-à-dire par tous les assureurs qui sont adhérents de la FFSA, France Assureur et AGA. C'est-à-dire que donc, vous organisez librement votre agence dans le cadre du mandat et que ce soit en cohérence avec la stratégie commerciale de l'entreprise. Donc, tout le monde est d'accord qu'on reste dans la cohérence de l'entreprise. Après, pour faire le lien en pratique, vous allez avoir le rôle de votre inspecteur commercial, que vous verrez assez souvent. C'est lui qui fait le lien de manière générale entre l'agent et la mandante. Donc, sur la production, la notion de production et les objectifs à négocier dans la suite, effectivement, votre premier interlocuteur, ça restera toujours l'inspecteur. Et ensuite, finalement, une fois qu'on a dit tout ça, la production suffisante, ça s'apprécie au cas par cas, du coup. Je mets quand même un petit focus sur la période probatoire. Donc, en tant que nouvel agent, donc vous entrez dans la profession, vous avez une période de 2 ans, une période particulière où vous avez beaucoup de relations avec la compagnie. La compagnie, le but des 2 ans, c'est de pouvoir évaluer les compétences et la capacité donc, de son futur agent pour le titulariser au bout des 2 ans ou non, si ça ne va pas. Et vous aussi, finalement, vous allez pouvoir tester un peu la compagnie. Donc, pendant la période des 2 ans, donc, vous avez des objectifs qui sont vraiment spécifiques à cette période que vous n'allez pas retrouver, ça va pas être les mêmes en général avec l'agent général qui est là depuis 10-15 ans. Donc, on va plus parler d'objectifs commerciaux et effectivement, ça va être un peu le nerf de la guerre des 2 ans où vous allez avoir beaucoup de relations avec la compagnie sur ça, sur l'atteinte de ces objectifs commerciaux. Il faut pouvoir les discuter et il faut pouvoir aussi savoir les remettre en cause quand ils sont trop élevés par rapport à votre circonscription ou même quand vous êtes dans une agence un peu particulière où dans les contrats que vous avez récupérés, il y a beaucoup de gestion. Forcément, au niveau des objectifs commerciaux, si vous êtes tout seul, ça va être un peu plus compliqué à les atteindre. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut négocier avec la compagnie. Donc, je vous fais le focus notamment parce que tout simplement, pendant cette période-là, on va revoir, après je vous ai remis un guide, si vous voulez, quand vous commencez à avoir les premiers courriers de la compagnie. Je dirais que pendant la période des 2 ans, il ne faut pas attendre d'avoir le courrier. Il faut, parce que 2 ans, ça va vite et vous êtes en train d'apprendre le métier, de savoir comment tout gérer, d'essayer de faire les démarches commerciales, etc. Donc, ça va très vite. Donc, à la limite, et en plus, vous avez le suivi de la compagnie qui est en général un bilan à 3 mois, 6 mois, 12 mois, 18 mois. Donc, il faut pouvoir prendre les devants et mettre en avant si vous avez des difficultés ou des objectifs que vous savez inatteignables parce qu'autour de vous, il y a beaucoup trop de concurrents sur une typologie de contrat. Donc, c'est pour ça que je vous ai fait ce focus à ce moment-là. Une fois qu'on a dit tout ça, que la production finalement c'est quelque chose d'un peu relatif, qu'on a des critères de définition uniquement de la jurisprudence finalement, donc dégagés par les juges quand on a des révocations pour insuffisance de production. Donc forcément, il faut se pencher sur ce que c'est que l'insuffisance de production. Alors, ce n'est pas une faute, pour le savoir, c'est une cause, on dit autonome de révocation. Tout simplement entre guillemets, c'est la compagnie qui doit rapporter des preuves objectives donc, que dans la production, il y a un problème et que ce n'est pas assez suffisant. Donc, on reste vraiment sur des choses vraiment objectives.
une comparaison, on verra après dans la jurisprudence, une comparaison par exemple sur des objectifs, des atteintes de production atteintes dans votre zone géographique. Donc, voilà, c'est pas une faute en soi, du coup, si je reprends les statuts de 49-50, par exemple, on a les cas de révocation et à côté de la révocation pour faute, on a la révocation qui peut intervenir en cas d'incapacité notoire. Donc là, ça va être les agents qui ont une aptitude, parce qu'on l'a dit, une insuffisance donc, de production. Donc, on voit bien que c'est à côté. Donc, on voit après la faute professionnelle d'une gravité justifiant la révocation. Donc, c'est vraiment quelque chose d'à côté. Dans les mandats type des statuts 96, on va pouvoir trouver des notions d'insuffisance caractérisée, notoire ou avérée. Ça veut dire qu'il faut bien prouver par finalement un faisceau d'indices, grosso modo. Et on va aussi avoir cette notion de révocation après une mise en garde. Donc justement, dans votre réseau, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est la compagnie qui doit vous mettre en garde. Et si, après les mises en garde formelles, il ne se passe rien au niveau de la production, donc à ce moment-là, on va vers une révocation, pas avant. Ça n'arrive jamais de but en blanc. Aurélie, petite remarque par rapport à ça, c'est que certains d'entre nous sont sous la forme d'un mandat 2012. Le mandat 2012 est un petit peu une particularité chez TLM, mais en gros, les mandats 2012, c'est, je dirais, le mandat réglementaire qui est derrière, c'est le mandat 96. Voilà, c'est ça. Ça découle du 96, quoi, le 2012. Donc, pour tout ce qui fait référence au 96, ça impacte les 2012. Voilà, en gros. Oui, totalement. C'est totalement ça. Après, c'est plus détaillé dans le mandat de 2012. Donc, comme je vous l'ai dit, donc, de toute façon, ce sera la compagnie de rapporter la preuve que vous êtes en insuffisance de production. Donc, finalement, quels sont les critères qui retiennent un peu l'attention des juges à ce moment-là? Ça doit s'inscrire dans la durée. Donc, comme je vous ai dit, une révocation pour insuffisance de production, ça n'arrive pas de but en blanc après un premier appel de la compagnie. Donc, en général, on est sur des dossiers où il y a une insuffisance sur du 1 an, 1 an et demi, 2 ans et des alertes de la compagnie. 2 ans, je tire un peu le trait, mais on va dire sur du 1 an, déjà, on commence à bien caractériser la durée de l'insuffisance de production. Donc, il faut que ce soit apprécié sur l'ensemble du portefeuille. Alors, je mets quand même une petite alerte, on verra après, parce que dans les exemples de décision de la Cour de cassation, on a aussi des cas où, sur une catégorie de contrats, où là, on voit l'insuffisance de production et où les juges ont accepté qu'il y ait une révocation en disant là, on a toutes les autres catégories de contrats, c'est bon, on est dans les clous, sauf sur cette typologie. Donc, pour elle, ça suffit, en tout cas, à caractériser l'insuffisance, d'où cette précision. Et effectivement, il faut contextualiser, parce que si on commence à vous dire sur les pros, vous êtes en insuffisance de production, vous êtes dans une zone géographique, il n'y a pas de pros, il n'y a que quelques grosses entreprises, mais pas plus, où il y a une trop forte concurrence parce que vous êtes à la limite de certaines frontières où ils préfèrent aller vers des courtiers de l'autre côté de la France. Donc forcément, ça rentre aussi en jeu. Voilà. Donc pour des exemples de jurisprudence, alors on est sur les anciens statuts, 49-50. Je n'ai pas retrouvé de décision sous 96, je vous donnerai mon petit ressenti juste après. Mais c'est ce qu'a en tête la compagnie quand elle fait cette démarche. Donc là, par exemple, dans le premier cas, on est sur 2004. Même si c'est une décision de 2004, c'était un agent qui était sous les anciens statuts. Donc il faut faire des fois attention à la date. Donc là, on a une diminution, on a plus de 1000 contrats sur un an. Une autre encore, 753 contrats en baisse en 93 et une augmentation des résiliations. Donc là, c'est un comparatif finalement qu'a fait la compagnie entre le taux de résiliation, les contrats qui ne rentrent pas et effectivement, il y a eu discussion en amont, il y a eu des alertes en amont aussi sur ce dossier-là. Donc là, la Cour de cassation a validé que c'est bien une révocation pour insuffisance de production et que l'insuffisance de production était suffisamment caractérisée. Là, on en reparle, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est une production nettement inférieure aux normes.
on était uniquement sur le domaine de la multirisque et assurance de personnes. Donc, ça n'englobe pas toutes les catégories de contrats que vous vendez. Voilà. C'est d'ailleurs sur des dossiers qu'on voit à la fédération, dès qu'il y a une catégorie de contrat qui pêche, la compagnie commence déjà à s'activer parce qu'elle a cette arrêt déjà en tête finalement. Ensuite, vient le cas des pluralités de mandats. Donc, le principe, c'est que l'insuffisance de production, ça doit être qualifié pour chaque mandat. Si vous avez un mandat IRD, un mandat prévoyance, normalement, s'il y a une insuffisance de production, je vous donne le principe et l'exception qui marche à tous les cas chez tous les agents. Donc, le principe, c'est que si la compagnie a caractérisé l'insuffisance de production en IRD, ça ne vaut pas pour la prévoyance. Sauf que maintenant, ce que font les compagnies, c'est qu'on fait des mandats solidaires. Donc, vous allez avoir le mandat IRD qui va être en lien avec le mandat prévoyance. Donc, s'il y a une insuffisance de production sur l'IRD, ben, ça va être tout le mandat qui tombe. Corollaire aussi, vous êtes mandataire d'intermédiaire d'assurance pour Interfin. Donc, du coup, celui-là aussi est lié à votre mandat à jeu. Et c'est bien précisé que si le mandat TLM tombe, bah, finalement, on met fin aussi au mandat d'Interfin. Donc, le principe qu'on voit aujourd'hui, finalement, il s'applique peu parce qu'il n'y a pas que votre réseau qui fonctionne comme ça. Aujourd'hui, c'est toutes les compagnies qui fonctionnent de cette manière et qui lient les mandats. Concrètement, par simplicité, c'est plus simple pour elles plutôt que de, à chaque fois, aller caractériser sur chaque mandat. Alors, mon ressenti quand même là-dessus, c'est que la jurisprudence est essentiellement sur les anciens statuts. Aujourd'hui, on n'en voit pas des arrêts de cour de cassation sur l'insuffisance de production. Les compagnies, en fait, ont pris le pli, finalement, sur les insuffisances de production de se blinder. J'en voyais encore beaucoup à la Fédé jusqu'en 2019. C'est-à-dire que pendant un an, il y a des envois de courrier, des rappels d'insuffisance de production, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des fautes qui sont reprochées dans ces dossiers-là et qui sont joints. Ce qui fait que quand on a un courrier de révocation pour insuffisance de production, concrètement, les courriers faisaient 4 pages avec tout le détail de l'insuffisance de production et toutes les fautes qui sont reprochées aussi à l'agent. Ce qui fait qu'au contentieux, même les juges du fond, finalement, ils ne peuvent pas, ça ne monte pas jusqu'en cours de casse parce que tout simplement, il y a déjà d'autres critères. Si ça ne marche pas pour l'insuffisance de production, bah, ça va marcher pour les fautes professionnelles mises en avant. Après, depuis le Covid, l'insuffisance de production, c'est un petit peu compliqué de le faire. Ce qu'on voit maintenant, c'est plutôt pousser un peu à une démission négociée. C'est-à-dire que vous allez avoir un premier contact tel, vous allez avoir un premier courrier, et ensuite, rendez-vous avec la compagnie, où là, on vous dit, bon, ben, on vous a fait plusieurs alertes. Ce qu'on vous propose, c'est de démissionner. Sinon, on fait partir du courrier d'insuffisance de production. Et l'ouverture, en fait, de la démission fait que vous allez pouvoir négocier des choses supplémentaires, soit une indemnité supplémentaire, soit tenter de négocier la clause de non-concurrence qui, en plus, chez vous, va s'appliquer aux deux, c'est-à-dire votre partie mandat agent et aussi sur le mandat que vous avez avec Interfin. Donc, on arrive, alors je ne vous dis pas que ça se passe bien, ça se passe souvent dans la douleur quand même, il faut quand même le garder en tête, mais on arrive quand même à réduire, soit dans le temps, parce qu'il y a un autre projet derrière. Alors, quand c'est des départs, certains en profitent pour prendre leur retraite, mais c'est rare quand même. Quand on a d'autres projets derrière, c'est plus facile de faire passer et pouvoir négocier comme ça le périmètre, soit des contrats, soit plutôt de la durée, voire des fois les deux, pour pouvoir embrayer derrière sur une autre activité pro, qui en général reste quand même dans l'assurance, vous avez baigné là-dedans, et surtout au niveau commercial. Donc, vous avez intérêt encore plus de négocier la clause de non-concurrence. Donc, voilà un petit peu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on rencontre des difficultés? Alors, je répète, mais du coup, parce que ça ne va pas apparaître là sur les slides, période probatoire, pardon, anticipée. Attendez pas d'avoir le premier courrier. Parce que vous êtes, entre guillemets, sous surveillance de la compagnie. Des fois, vous avez des aides aussi financières qui sont conditionnées à de la production. Donc, encore plus, il faut prendre les devants en disant je rencontre une difficulté sur tel ou tel point, il faut solliciter la compagnie. Je crois que ça apparaît un peu plus tard sur mes slides, mais normalement
la compagnie, en fait, doit vous accompagner sur vos difficultés. Elle doit essayer de mettre en œuvre, en tout cas, tout ce qui est nécessaire pour vous aider dans votre activité. C'est une clause qui existe dans les accords de 96 et qui sont repris même aussi dans vos accords et traités de nomination de 2012, que je l'ai revu tout à l'heure. Donc, elle doit vous accompagner. Donc, pour le coup, prenez les devants. Nous, on aime bien jouer sur cette clause AG1, on ne vous cache pas, parce que ça permet aussi de régler pas mal de dossiers, finalement, comme ça, sans aller plus loin. Alors, attendez, j'ai avancé. Quand vous recevez le premier courrier, finalement, comment se comporter? Appelez-nous. On est là aussi pour vous aider. Appelez-nous, appelez votre syndicat. Déjà, ça, c'est, je dirais, les premières choses, parce qu'on peut travailler ensemble. Et, nous ne sommes plus un syndicat, nous sommes une union professionnelle. Oui, pardon. Et appelez votre union professionnelle. Excusez-moi. Appelez votre union professionnelle parce que c'est là où on pourra vous dire, par rapport à votre région, parce qu'on connaît un peu les compagnies, hein, ils ont leur organisation nationale et ensuite en région, ça ne fonctionne pas forcément de la même manière. Donc, c'est plus facile de négocier quand on a quelqu'un qui sait comment ça fonctionne dans la région. Et appelez-nous pour le volet juridique. Bon, de toute façon, au courrier, il faut répondre. Il ne faut pas ne pas réceptionner le courrier parce que c'est en AR, même une lettre recommandée électronique. Je vous le dis parce que c'est déjà arrivé. Et ça ne fait que empirer le problème. Donc, vous réceptionnez, ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord. Par contre, il faut contester le courrier. Donc là, vous reprenez tous les points que va mettre en avant la compagnie et vous répondez de façon factuelle. Là, j'ai une difficulté parce que dans ma zone de circonscription, ça fonctionne comme ça, comme ça, comme ça. J'ai tenté telle et telle action, ça ne fonctionne pas. Merci, enfin, je sollicite une aide. Si vous avez des solutions que vous pouvez vous-même envisager, en tout cas d'action commerciale, eh ben, il faut les mettre par écrit à ce moment-là. Toujours aussi rappeler les points forts de votre production. Comme je vous l'ai dit, l'insuffisance de production, ça commence toujours par un courrier sur une catégorie de contrat finalement dans lequel vous ne rentrez pas dans les critères de la production attendue de la compagnie. Donc, ça ne veut pas dire que sur les autres catégories de contrats, finalement, que vous n'y arrivez pas. Donc, si vous y arrivez, il faut le mettre en avant. Si vous avez eu des félicitations sur de la production, etc., avec l'amendement, eh ben, il faut le mettre en avant aussi. Et pareil, les pistes de développement que vous pouvez mettre, si c'est parce qu'il manque un salarié, ben, j'envisage de me faire accompagner par un salarié, etc. Eh ben, vous glissez en même temps, financièrement, c'est un peu compliqué. Je sollicite l'aide de la compagnie sur une prise en charge partielle ou totale. Alors, la totale, ça passe moyen, mais sur de la partielle, on arrive quand même à avoir des choses. Donc déjà, c'est ça. Ça prend un peu de temps. Il faut se poser et le rédiger dans cette façon-là, en tout cas, si vous avez un seul courrier. Quand vous commencez à recevoir plusieurs courriers, bon là, ça commence à se corser. Il faut provoquer un rendez-vous. Voilà. Je ne vous dis pas de ne pas répondre au courrier, il faut toujours répondre au courrier, mais là, ça veut dire que soit vous n'avez pas répondu au premier courrier et aux autres courriers, soit tout simplement les choses que vous avez mises en avant, finalement, ça ne fonctionne pas. Donc là, vous sollicitez un rendez-vous, vous, compagnie ou professionnel aussi, qui sert si vous voulez, de tampon. Parce qu'il faut avoir quand même un certain recul par rapport à cette situation-là et pas envenimer les choses et des fois on peut avoir des donc il faut quelqu'un dans tous les cas avec vous à ce moment-là et puis c'est votre droit d'être représenté aussi par votre union professionnelle. Et c'est là où je vous remets la compagnie de toute façon a une obligation générale de vous accompagner. Donc si vous demandez le rendez-vous, elle va vous le refuser. Limite, elle est obligée finalement de vous prendre en rendez-vous parce que ça va être un critère qui va se reprocher. Il faut garder en tête que l'insuffisance de production, quand la compagnie fait des courriers, elle est en train de se ménager des preuves au cas où ça part au contentieux. Ben, vous aussi. Donc, si la compagnie refuse un rendez-vous, elle sait très bien que ça va sortir dans un courrier. J'ai proposé des rendez-vous, vous n'avez pas voulu m'accompagner. Donc là-dessus, il ne faut pas avoir peur de dire
je prends un rendez-vous avec la compagnie, au contraire. Aurélie, je me permets de te couper parce qu'en fait, on a Stéphane qui souhaiterait apporter un complément à ce que tu dis. Il dit que TLM constate l'IDP sur 3 ans, mais des alertes en recommandé. On arrive souvent à un protocole. Oui. Voilà. Oui, c'est ça. Sur pas mal de dossiers, je confirme qu'on arrive à des accords protocolisés dans notre réseau. Non. Même chez tout le monde. Voilà. Ce qui me fait dire aussi que c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup qu'on en a quasiment plus des arrêts de cour de cassation sur les nouveaux statuts, parce qu'on arrive toujours à avoir un accord entre temps. Maintenant, quand la compagnie commence à vous dire qu'il faut vous faire des plans d'action, des fois, elle va essayer d'imposer. Vous restez indépendant. Je vous ai mis le principe en gras, mais il faut quand même prendre en compte que des fois, dans ces situations, le rapport de force est inversé. Donc, même pour vous, c'est compliqué de tenir tête à la compagnie, mais il faut essayer de négocier quand vous savez que de toute façon, le plan d'action qu'on cherche à vous imposer, finalement, vous savez très bien qu'avec ça, vous allez aller dans le mur. Parce que ça ne rentre pas, en tout cas, dans votre manière de fonctionner et ce que vous avez dans votre circonscription également. Alors, la compagnie ne peut pas vous contraindre à engager un salarié supplémentaire. De toute façon, vous êtes indépendant, donc vous avez toujours la possibilité de refuser. Après, c'est pareil, un rapport de force. Le salarié supplémentaire, de toute façon, ça va être un coût supplémentaire. Donc, en général, quand on a des insuffisances de production, il y a aussi un problème de fonds. Donc, c'est que vous ne pouvez pas non plus vous permettre d'avoir un salarié supplémentaire à votre charge à 100%. Et donc, il faut bien prendre le temps de discuter de ce plan d'action en rendez-vous, refaire des écrits, même si vous avez des rendez-vous informels, pas faire un courrier recommandé, mais même un mail récapitulatif pour ne serait-ce que rappeler vos idées par rapport à ça. Et donc, si vous êtes révoqué pour insuffisance de production, eh bien, finalement, comment est-ce qu'on réagit? Donc, je répète, union professionnelle, non. Des fois, alors là, pour le coup, je n'ai pas vérifié, mais c'est peut-être pas si, je pense que c'est le cas chez vous, vous avez des systèmes de médiation à mettre en place avec la compagnie pour aboutir à un accord. Je vois David qui fait vite la tête, donc oui, c'est ça. Et après, en dernier, ça va être de contester devant le tribunal. Après, c'est difficile, hein, parce qu'il faut savoir que la compagnie a ce nom aussi. Vous pouvez effectivement contester pour le caractère abusif. En tout cas, si c'était le cas, et demander des dommages à intérêt. Voilà. Et comme du coup vous disiez Stéphane aussi tout à l'heure, en général, on n'arrive pas à ce cas-là. On arrive plutôt à un accord négocié avec la compagnie. Donc ça, c'est plutôt très bien. Alors, je ne sais pas si cette partie, si vous avez des questions, oui, si tu as des questions, on va basculer sur la partie exclusivité. Alors, si j'ai quelques questions, alors attends, hop, si je puis me permettre. Alors, hop, parce que mon écran est petit. Parce que mon écran est tout petit. Donc, le mandat 96, ça c'est toujours la remarque, c'est le cas la remarque de Stéphane en effet. Le mandat 96 prévoit une conciliation entre l'agent partant et réunir, mais à chaque fois, c'est une négociation financière sur l'ICF. Le choix de la compagnie est déjà fait. Ok. Et après, il rajoute conciliation avec réunir et si échec, c'est une médiation, mais réunir n'intervient plus. D'accord. Et par contre, on a une question cette fois-ci. Quid de la qualité de gestion de l'agence dans ce type de cas? Alors là, on est sur des choses d'insuffisance de gestion. On en a rarement quand même. Un cas, c'était pas ça. En fait, là, la question, c'est la rentabilité est bonne, mais la qualité de la gestion est peut-être plus un souci, quoi. Ok.
Alors, en fait, si je puis intervenir très rapidement, il est vrai qu'on voit passer de plus en plus de dossiers qui vont mélanger de l'insuffisance de production à de l'insuffisance de gestion, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Et en fait, la démarche, elle est la même, quoi. C'est de se dire, dès qu'on reçoit le premier courrier, il faut réagir, il faut proposer des plans d'action. Le souci, c'est qu'effectivement, le mandat ne semble pas hyper protecteur sur l'insuffisance de gestion, où en fait, une insuffisance de production, on sait ce que ça veut dire. Une insuffisance de gestion peut englober autant de critères que la compagnie a décidé de mettre des indicateurs en place. Et on en retrouve de toutes sortes. Et ça, effectivement, c'est quand même la problématique où il n'y a aucun, je dirais, courrier justifiant d'une insuffisance de gestion qui se ressemble. Il n'y a pas de trame commune, en fait. Ok. Ouais, ça va être, je suppose, en fonction des audits qui étaient révélés, réclamation client, ce genre de choses, quoi. C'est tout le problème, c'est l'insuffisance de gestion, on est vraiment sur des trucs qualitatifs, finalement, alors qu'insuffisance de production, on sait quantifier, on sait comparer par rapport aux chiffres. Là, on est beaucoup sur du qualitatif et voilà. Après, là non plus, on n'a pas l'aide des juges puisque ce n'est pas des dossiers qui sont remontés à la Cour de casse, qu'elle se positionne pour dire non, ça on ne prend pas en compte comme critère, ça va être plus ces critères-là, etc. à prendre en considération. Et on en revient au même des révocations. Du coup, finalement, c'est un peu fourre-tout. Mais tout, je suppose qu'il peut y avoir aussi des fautes qui peuvent être vraiment reprochées dans la gestion, qui peuvent se retrouver sur ce type de courrier. Je t'entends plus, Aurélie. Pardon, j'avais coupé mon micro. Stéphane précise, la qualité intervient lors d'un éventuel protocole et le problème est que la mandante dit ces protocoles où on va vous pour IDP, enfin pour insuffisance de production. Donc, choix limité pour l'agent. Et chose importante, l'insuffisance de production n'étant pas une faute, c'est un protocole sur les bases normales de l'ICF dû. D'accord. Effectivement. S'il n'y a pas d'autres questions ou remarques sur ce point-là, je vous propose de passer à la partie exclusivité, qui finalement, quand je regarde un peu les questions qu'on a à la fédération, c'est aussi un gros sujet. On a ces deux-là, production et exclusivité. Production début d'année, exclusivité vers la fin d'année des fois. Donc voilà. Alors, pour reprendre un peu l'exclusivité de production, parce qu'effectivement, on en parle dans les statuts 49-50 et 96. Finalement, quel que soit le statut, c'est prévu que vous ayez une exclusivité de production, donc de travailler avec la compagnie. Après, on a de manière limitative, donc d'abord, je vais parler d'abord du statutaire avant de passer à vos accords à vous. Mais en tout cas, le statut de 49-50, c'est écrit dans le dur. Vous pouvez placer en courtage les risques résiliés, refusés, etc. de la mandante et aussi pour les refus du client avec la possibilité pour ce dernier cas de la compagnie finalement de refuser le placement en courtage, mais elle doit le motiver par écrit. Pour 96, ça ne fonctionne pas pareil. On a plutôt des principes qui sont dans la convention. Alors, ça va être le tableau qui est juste en bas. Alors, le principe, c'est que chaque accord contractuel doit prévoir les cas dérogatoires pour les risques résiliés et refusés. Donc ça, aujourd'hui, tout le monde est bon. Là-dessus, il n'y a aucun, même si on peut avoir des rédactions un peu différentes, mais on est plutôt sur ces critères-là. Ensuite, de manière optionnelle, les accords peuvent prévoir le refus du prospect sur les conditions demandées par la mandante. Donc là, on a peut-être un ou deux réseaux qui aujourd'hui n'ont pas cette possibilité de placer en courtage pour ce cas-là. Les autres, et notamment vous, on a d'autres critères, si vous voulez, qui vont se rajouter. C'est-à-dire, on va avoir soit, dans votre cas, c'est un peu les clients, j'ai mis clients VIP chez moi. Il faut que
le départ du client mettrait en péril finalement l'économie de l'agence. Et il faut qu'il soit titulaire de 4 contrats et plus. Donc ça, c'est ce que j'avais relevé, en tout cas pour votre partie. Donc en gros, on est sur du gros client, on n'est pas sur des petits clients. C'est pour ça en fait qu'on a beaucoup de différences de rédaction. C'est parce que la Convention 96, finalement, elle donne que les principes. Et le volet optionnel fait que, pour les compagnies en tout cas qui ont prévu ce volet-là de placement au courtage, finalement, on est plutôt sur du gros client avec 2, 3, 4 conditions différentes. Donc, je m'étais amusée à l'époque à lire un peu les accords contractuels, bon, ça m'amuse comme beaucoup. Donc, dans tous les cas, on va vous réaffirmer dans vos accords contractuels et dans votre traité de nomination que le principe, ça va être une exclusivité. Ensuite, les modalités de placement au courtage, comme je vous l'ai dit, et l'organisation du contrôle de la compagnie. Alors, ce n'est pas toutes les compagnies qui le prévoient. Le minimum demandé en général chez les autres, ça va être la déclaration RC Pro parce qu'on va avoir le pourcentage entre l'activité agent et l'activité courtage. Et d'autres où il faudra donner plus de documents. Donc, vous concernant, vous avez la liste des codes courtage à donner, la nature des risques souscrits et le montant annuel des commissions. C'est ce que vous demandera la compagnie quand elle vérifiera l'activité du courtage. Et aussi, votre courtage est plafonné à hauteur de 10%. Une autre particularité, si je puis me permettre, hein, alors je ne sais pas si c'est le cas dans d'autres compagnies, on parle chez nous au niveau d'Interfin Courtage, donc la structure courtage interne, on parle d'offres labellisées. Oui. Ça aussi, ça rentre un peu dans nos obligations. En gros, c'est de se dire, on a aussi des cas dérogatoires si jamais l'offre qu'on nous propose n'est pas une offre labellisée. Or, ce qui se passe ces dernières années, c'est qu'on a de plus en plus de mal en interne à savoir ce qui est labellisé et ce qui ne l'est pas. Donc, en gros, il y a un principe qui est écrit, mais derrière, pour l'appliquer, c'est quand même très compliqué parce que donc ça va falloir qu'on insiste sur quelles sont vraiment les offres labellisées chez nous. Parce que du coup, oui, ça change la donne. Ouais, c'est ce que j'avais retrouvé. Je m'étais dit, il n'y avait pas de définition. Et là, en lisant ce matin, je voyais qu'en fait, sur le portail d'Interfin, normalement, ils sont censés avoir une liste des contrats qui sont labellisés. Sauf que si ce n'est pas mis un jour ou si finalement ça ne marche pas, on ne sait pas. C'est particulier. Il n'y a que vous qui a cette partie de contrat labellisé. Et en fait, c'est même chez vous une double exclusivité, hein, parce que pour les cas dérogatoires, c'est pas que ce soit non plus des contrats labellisés. Donc, vous êtes, ça réduit un peu le champ de placement, en tout cas en courtage. Donc, et l'autre particularité, c'est qu'effectivement, on dit que si la compagnie n'offre pas le produit, ben, on a la possibilité d'aller effectivement chercher la solution. Sauf qu'à partir du moment où elle viendrait à développer cette gamme-là, on devient dans l'obligation de faire notre production vers cette nouvelle offre. Et ça, c'est un sujet qui va nous arriver d'ici peu, puisque jusqu'à présent, on n'a pas véritablement d'offre moto percutante. Et il y a un sujet interne sur de l'offre moto. Donc là, il va falloir aussi qu'on soit vigilant sur qu'est-ce qu'on est en droit de faire ou pas par rapport à l'arrivée de ce nouveau produit. Oui, forcément. Alors, il y avait encore Stéphane qui voulait faire une petite remarque. Je l'ai passé à intervenant. Donc, normalement, Stéphane, tu peux activer ton micro si tu souhaites parler et tout le monde t'entendra. Je ne sais pas si tu y parviens, mais… Bonjour à tous et à toutes. C'est dangereux de me laisser parler. C'est très dangereux de me laisser parler. Non, c'est que je réagis parce qu'en fait, il y a plein de petits trucs où malheureusement, comme disait David, on est de plus en plus confrontés. À ces problèmes. Et aujourd'hui, tout à l'heure, j'ai entendu le mot qualité. Oui, la qualité aujourd'hui a un impact sur notre ICF, notre indemnité compensatrice lors du départ. Sauf que cette ICF est demandée par très peu d'agents, 80 à peu près chez nous. Les autres sont dans l'inconnu. Ce qui veut dire que on a constaté souvent que des agents qui étaient mauvais pour la compagnie, si je peux dire, ou mauvais producteurs, ou qui avaient des mauvais résultats, avaient une très bonne IC, c'est-à-dire avec une qualité de gestion qui était très bonne. Et ils sont partis avec un coefficient de 1,40. C'est important de dire que l'IDP, l'insuffisance de production, n'est pas une faute. Donc, c'est-à-dire qu'on part avec l'ICF bon ou pas bon que l'on a. Il n'y a pas de sanction. Et malheureusement, aujourd'hui, ce qui n'est pas forcément prévu dans nos mandats, c'est que c'est toujours une négociation. On parle d'argent. C'est toujours une négociation. Et à chaque fois, de plus en plus, on constate des protocoles. Nous sommes assez
contre ces protocoles, mais, parce que notre mandat ne le prévoit pas, mais comme on parle d'argent, il y a toujours une négociation entre l'agent qui part et la compagnie. Et si vous n'êtes pas bon, monsieur l'agent, deux solutions, soit vous partez, soit on va vous trouver une solution pour vous révoquer pour insuffisance de production. Et comme tu disais tout à l'heure, Aurélie, le souci, c'est qu'on n'a pas de jurisprudence. Aujourd'hui, on en a sur l'ancien mandat. Nous, aujourd'hui, le statut juridique, c'est 96, hein, même pour les 2012. Et techniquement, personne aujourd'hui a été plus loin. Donc, on n'a pas de jurisprudence par rapport à cette IDP vis-à-vis de ce statut. C'est là le problème. Et aujourd'hui, la compagnie en abuse ou en profite. Et comme tout le temps, ce qui est totalement compréhensible, le départ, c'est on parle d'argent, de sommes des fois très importantes. Et quelquefois, il vaut mieux une bonne négociation qu'un mauvais procès. Voilà. Totalement. Nous, on a ouvert des dossiers de protection juridique sur des insuffisances de production, etc. Ça négocie tellement bien qu'on n'a pas les retours. Donc, on ferme les dossiers, on sait que c'est fini, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Et peut-être conseil aussi à donner à l'ensemble des collègues, c'est de réclamer annuellement le calcul de votre indemnité compensatrice pour pouvoir le suivre au fil des ans. Et puis voilà, pour savoir un petit peu quel est le retour sur votre investissement. Donc, tous les ans, il ne faut pas hésiter à demander le calcul de son ICF. On est de plus en plus à le faire. D'accord. C'est très important parce que c'est ce que je disais, des agents qui sont partis avec 1,40, j'en connais, et ils étaient, si je peux être poli, bons à jeter au chien, comme on dit chez nous, et ils sont partis avec un coefficient de 1,40, ce qui pour moi n'est pas compatible. C'était une agence qui était saine. Et j'ai aussi un exemple d'agent qui est parti, ça faisait 5 ans qu'il avait un ICF à 1. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau qualité, il y avait quelque chose qui n'allait pas, alors que c'était quelqu'un qui sortait 500, 600 affaires ou 700 affaires à l'année. Donc, il faut toujours regarder un petit peu, et c'est vrai qu'il faut demander, David a raison, il faut demander tous les ans à date fixe son ICF pour voir l'évolution et la progression de son coefficient, et de se poser des fois des questions s'il y a des problèmes, parce qu'on est trop souvent devant le fait accompli, et le jour où vous partez, vous découvrez votre ICF, c'est valable aussi pour la retraite, hein. Vous découvrez votre ICF, vous êtes content, vous n'êtes pas content, sauf que c'est trop tard pour agir. Quand vous l'avez depuis 5 ans, 6 ans, 10 ans, 15 ans, c'est compliqué pour la compagnie de vous raconter des salades, si je peux dire. Voilà. Je me tais. Alors, s'il n'y a pas trop de marques ou d'autres questions sur cette partie, on passe juste à l'exercice du courtage pour faire un rappel de la réglementation. Non, tu n'as pas Non, pas de question. Tu peux y aller. Alors, sur l'exercice du courtage en lui-même, donc, au premier euro, voire au premier 10 centimes, donc des contrats de commission, en tout cas, que vous placez en courtage, vous devenez courtier à part entière. Donc, vous déposez votre casquette d'agent, vous mettez votre casquette de courtier. Donc, vous rentrez de plein pied donc, dans la réglementation qui s'applique aux courtiers. Alors, pour rappel, l'activité de courtage, c'est une activité commerciale. Donc, aujourd'hui, pour pouvoir vous inscrire à l'ORIAS en tant que courtier, parce que chaque intermédiaire doit être oriacé dans la bonne catégorie, donc, et vous pouvez les cumuler. Donc, vous pouvez être, donc, dans votre cas, c'est agent, courtage et mandataire d'intermédiaire d'assurance pour Interfin. Donc, pour avoir une matriculation ORIAS, donc ça, la compagnie ne va pas vous faire. Donc, quand vous entrez dans la profession, à la fin de la formation, normalement, la compagnie donne votre dossier à l'ORIAS pour vous immatriculer en tant qu'agent. Pour le courtage, elle ne le fait pas. Donc, ce sera à vous de le faire. Donc, pour les nouveaux agents, ça veut aussi dire donc activité commerciale. Avant de faire quoi que ce soit à l'ORIAS, il faut obtenir un RCS. Parce que l'ORIAS vous demandera toujours un CABIS. L'ORIAS n'interprète pas les textes. Donc là, il y a un texte du Code des assurances qui impose de vous demander, en fait. Donc, il faut toujours faire l'immatriculation au RCS. J'en reviens après parce que j'ai une autre slide sur l'adhésion à une association de courtage parce que, peut-être on va le faire maintenant. Donc aujourd'hui, il y a la réforme du courtage qui rentre en vigueur. Enfin, elle rentre en vigueur demain. C'est ces derniers jours. Donc, ça va imposer, donc si vous exercez une activité de courtage en société, donc SARL ou SAS de courtage, donc d'adhérer
à une association de courtage. Donc aujourd'hui, 7 associations ont été agréées par la CPR. Pour ceux, je ne sais pas si vous en avez, mais pour ceux qui ont une structure de courtage à part, donc là, il faudra faire les démarches auprès de l'association pour le renouvellement en fait à l'ORIAS. Parce que l'association, l'ORIAS vous demandera du coup en plus maintenant une attestation d'adhésion à une association. Alors, je vous ai remis la slide qu'on avait fait sortir sur les réseaux à J-15 pour vous dire si oui ou non vous êtes concerné. Donc concrètement, si aujourd'hui vous avez une seule structure, donc un seul numéro ORIAS pour vous activité d'agent, courtage et mandataire, vous n'êtes pas concerné par cette obligation. Je vous dis parce que là, en ce moment, on a l'ORIAS envoie des mails d'infos, etc. Donc, on peut faire un peu paniquer. Mais du coup, par contre, si vous avez une structure agent, il va falloir le prévoir pour le renouvellement de l'année prochaine. Et si vous en créez une, de toute façon, il faudra le faire pour obtenir le numéro ORIAS, les coordonnées. Le but, c'est entre guillemets faciliter. Donc, ça rajoute une surcouche de documents à prévoir parce que les associations elles vont devoir vérifier certaines conditions d'exercice professionnel que ne vérifie pas l'ORIAS notamment. Donc, quand je dis condition d'honorabilité, c'est la condition d'honorabilité de vos salariés. Pour vous, l'ORIAS continuera toujours à interroger le casier judiciaire. Ensuite, la vérification du contrat versé pro, la capacité professionnelle et la formation continue, qui est vraiment la partie que ne fait pas l'ORIAS. Les associations pro, elles vont vous proposer un service de médiation. Vous pouvez refuser dans ce cadre-là. Je vous fais un rappel AGA à adhérer pour les agents qui font courtage dans leur structure agent à la médiation de l'assurance. Donc, vous n'avez pas besoin de le faire. Normalement, ça ressort, c'est pas normalement, c'est sûr, ça va ressortir sur votre attestation d'adhésion à AGA. Vous avez la partie bénéficie de la médiation de l'assurance pour le courtage. Donc, quand vous faites dans la structure agent, vous n'avez pas besoin de payer à la médiation de l'assurance, sachant que de base, les frais d'inscription à la médiation, c'est 1 000 €. Donc, c'est un peu cher, quand même. Donc là, vous n'aurez pas besoin de le faire. Donc, c'est des associations qui doivent aussi vous accompagner, en fait, à reprendre un peu ce que faisaient déjà les syndicats au niveau du courtage. Donc, rappel des informations, propositions de formation, accompagner en tout cas dans la régularisation quand il y a des cas de non-conformité en fonction des documents finalement qu'elle va vérifier. Alors, si vous êtes dans le cas notamment pour ceux qui ont déjà une structure de courtage, il faut anticiper parce qu'il y aura un effet bouchon en fin d'année forcément. Puisque les renouvellements, c'est de janvier à mars et il faut l'attestation avant pour faire le renouvellement. Et tous les courtiers vont se jeter et on risque d'y avoir l'effet de on s'en occupe qu'en décembre. Or, il faut dans le process avoir le dossier complet, que l'association tape tous les documents qui soient bien là, payer. Et ensuite, vous avez l'attestation. Donc, ça retarde d'autant plus. Et donc, si vous n'êtes pas renouvelé, vous perdez votre numéro ORIAS et du coup, vous ne pouvez plus exercer le courtage. Ce serait dommage, en tout cas, d'arriver là jusqu'à ce point-là. Je ne suis pas sûre que vous soyez tous concernés dans votre réseau, mais en tout cas, sachez, au moins, vous avez cette information-là. Donc, une fois qu'on a fait ça, on s'immatricule à l'ORIAS pour le nouveau. Je conseille toujours le temps de faire ça, de préparer tout ce qui est de documents, papier en tête, courtage, pas se sortir sur le papier. C'est de l'administratif, donc autant le faire quand on est en train d'obtenir le numéro au RCS, le cabis donné à la compagnie, donc ça vous permet en tout cas de vous préparer tranquillement. Excuse-moi, petite précision, papier en tête, tampon. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, ils s'amusent à vérifier ça. On a le réflexe de mettre le tampon commun. Oui, non, il faut un tampon différent avec un mail différent. Il faut virer TLM Assurance de ce tampon pour pouvoir faire des activités à côté. Parce que ça, c'est très facile à vérifier. Oui, et là, justement, c'est très bien que tu en parles parce que j'allais partir sur les adresses mail de TT. Donc, je confirme, il faut avoir 2 adresses mail différentes.
c'est surtout en cas de contrôle ACPR. Hein. L'ACPR, elle vous tombe dessus là-dessus. Il faudra tout refaire en urgence après tous les documents, tampons, etc. C'est pas agréable à faire. Donc, autant le faire bien la première fois pendant que vous êtes en train de préparer les documents pour vous immatriculer. Alors, ensuite… Pardon, excuse-moi de t'interrompre, Aurélie. Il faut aussi préciser que lors de vos communications avec vos clients, il faut bien différencier vos contrats que vous avez en courtage accessoire et vos contrats que vous avez en tant qu'agent général. Oui, c'est ça. Donc, bon, alors, c'est un peu redondant et ça peut être compliqué à faire rentrer dans la tête des clients, hein, parce que, grosso modo, moi, voilà, je viens pour tel agent, que mon contrat soit placé côté agent, côté courtage, je m'en fiche un peu, c'est l'interlocuteur que j'ai en face de moi, mais on ne vous reprochera jamais de toujours le signaler au client, même s'il ne le fait pas, c'est pas grave, mais au moins le signaler pour vous couvrir en cas de contrôle, pour dire ben, je suis bien sensibilisée, je donne l'information à mes clients aussi, bon après, bon, il ne fait pas. Voilà. Mais au moins, gardez ça. Alors, ensuite, on va parler de la lutte anti-blanchiment. Dans le cadre agent, vous n'êtes pas soumis. Vous êtes en bout de course, c'est la compagnie qui est soumise. C'est elle qui doit faire les process. Donc, vous appliquez les process compagnie. Ça va être tous les process de il faut la carte d'identité, il faut vérifier le bénéficiaire effectif, etc. Pour le courtage, ce sera à vous de le faire. Alors, au niveau des process, donc c'est les mêmes, ça va être les mêmes que ceux que vous appliquez pour l'activité agent. Simplement, ben, il faudra l'écrire vers la cartographie des risques, etc. Sur la vérification des cartes d'identité, ça, vous savez le faire. Ce qui va rentrer entre guillemets entre nouveautés, si vous n'avez pas été sensibilisé à ça, c'est qu'il faut vérifier le bénéficiaire effectif d'une société. Et donc là, il y a des API qui existent, puisque ça va être la Direction générale du Trésor. Donc vous pouvez faire alors, soit une solution, soit si vous avez une solution clé en main, ben, vous passez par la solution clé en main, soit vous vous branchez par l'API. Donc voilà en tout cas pour la partie lutte anti-blanchiment. Ensuite, la RGPD, c'est pareil. Vous l'appliquez dans votre activité d'agent général, vous le faites de manière automatique. Ben là, il faudra juste réécrire le process, grosso modo, et bien faire vos registres. Alors j'insiste là-dessus parce que ce n'est pas toujours fait. Mais en fait, quand vous êtes agent général, même si vous êtes sous-traitant de la compagnie, sachez-le que ça, c'est un accord qu'a fait AGA avec le fonds assureur en 2018, 2019, plutôt 2019. 2019. Donc, vous êtes sous-traitant. Même si ce n'est pas vous qui êtes le plus en risque dans l'histoire, vous devez quand même faire un registre. Donc, dans votre cas, il faut en faire deux de toute façon. Vous avez le registre de sous-traitant avec la compagnie, vous traitez les données pour le compte de la compagnie, et vous avez le registre où vous êtes responsable de traitement. Vous êtes responsable de traitement sur la gestion de vos salariés et sur finalement le courtage. Alors, faut revoir, parce que je n'ai pas revu cette partie-là sur de toute façon, Interfin, vous êtes mandataire. Donc, à mon avis, vous allez être sous-traitant. Mais si vous avez des conventions de courtage, normalement, les autres courtiers grossistes et les compagnies devaient se positionner pour pouvoir le mettre dans leur convention, que ce soit bien écrit dans le dur. On sait qui fait quoi, qui est responsable de traitement, qui est sous-traitant. Bon, dans les faits, ce n'est pas toujours le cas. Et partez du principe qu'à partir du moment où on vous renvoie vers vos obligations sur le RGPD, ben, vous êtes responsable de traitement avec la compagnie. Donc, vous faites aussi donc, bien vos registres de courtage dans la partie registre responsable de traitement. Alors, ensuite, il faut bien connaître les usages du courtage. Alors, vous, je sais que Interfin vous communique les usages du courtage. Donc, ça n'a pas bougé, ça ne bougera jamais. Donc, ça va être les mêmes, juste imprégnez-vous des règles. Et surtout, contractualiser vos partenariats. Il y a une faute, il manque un S à partenariat. Donc, contractualiser vos partenariats, donc bien avoir vos conventions de courtage et de co-courtage. Quand ça se passe bien, c'est parfait. Le jour où ça se passe mal, c'est quand même mieux d'avoir un écrit pour savoir qui fait quoi, qui était responsable de quoi. Et du coup, alors, la transparence avec la compagnie. On en a un peu parlé tout à l'heure pour les documents
documents que vous pouvez demander à la compagnie sur l'exercice du courtage. Donc, dans tous les cas, toujours vérifier, quitte à l'avoir sous la main, la partie cas dérogatoire qu'il y a dans votre traité de convention pour toujours être dans les clous. Le but, c'est en cas de contrôle de la compagnie, pouvoir prouver que vous respectez bien les cas dérogatoires et que vous n'êtes pas en défaut par rapport à ça. Pour notamment le cas optionnel qui est chez vous et les clients VIP, désolé, je l'appelle comme ça, mais pour les clients avec plus de 4 contrats, l'accord de la compagnie est nécessaire. Donc, il faut avoir l'écrit de la compagnie, qu'importe, un mail ou un écrit officiel. Donc, voilà. Je vous ai remis dessous les conseils qu'on donne assez souvent et que plusieurs compagnies, en tout cas, mettent en avant quand vous avez un refus client sur les conditions de souscription, c'est d'avoir le devis de la compagnie pour prouver que vous l'avez fait. Pour refuser, alors soit vous avez le client qui vous fait je refuse, il fait par écrit, ça va plus vite s'il a barré en mettant refusé. Ensuite, le devis que vous lui avez proposé pour le courtage, de préférence, vous faites signer par le client, comme ça c'est fait, et l'ordre de placement. Alors l'ordre de placement, c'est le premier usage du courtage, c'est quand il y a plusieurs courtiers, notamment c'est les professionnels qui ont tendance à faire ça, d'aller solliciter plusieurs courtiers pour essayer de placer leur risque. Donc, c'est celui qui a l'ordre de placement, si vous voulez, le plus récent qui va passer en priorité, parce que la pratique, c'est de faire des ordres de placement exclusifs, qui va révoquer les anciens ordres de placement signés. Donc, ça, c'est une pratique pour avoir, en tout cas pour être un peu sûr, sauf s'il est allé voir quelqu'un d'autre après vous, donc là, c'est fichu. Pour être un peu plus sûr pour avoir l'affaire. Alors, c'est rentré un peu dans les mœurs cette pratique, parce qu'on se répétait pas mal en 2018-2019. Là, depuis, on se répète beaucoup moins sur l'histoire d'ordre de placement. Et je vous ai mis une jurisprudence qui était récente, qui est sortie le 1er avril 2021. Alors, même si c'est le 1er avril, ce n'était pas une blague, mais c'est le pire des cas. C'est-à-dire, c'est une révocation sans préavis pour le non-respect de l'obligation de transparence. Alors, c'est un arrêt qui est quand même dur, je vous explique, parce que dans le cadre de l'affaire, la compagnie était au courant qu'il y avait une SARL de courtage depuis le début, avait donné son autorisation, et visiblement, l'agent n'était pas seul, en tout cas, dans la SARL de courtage. Donc, pour sortir les documents, il devait quand même avoir l'autorisation des autres mandataires sociaux de la SARL de courtage. Néanmoins, je vous explique pourquoi c'est le pire des cas et il ne faut pas faire. En tout cas, en réponse. La compagnie a fait au moins 4 courriers pour avoir les documents. L'agent n'a pas répondu. Il y a eu des propositions de rendez-vous qui ont été décalées parce que impossibilité de venir. Et en toute fin, le courrier de je ne peux pas vous sortir parce que finalement, je n'ai pas l'accord des autres mandataires de la SARL. Donc, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire que demain, la compagnie, alors vous, en plus, vous avez la liste de ce qu'elle est capable de vous demander. Donc, vous sortez les documents. S'il y a une impossibilité de les sortir pour X ou Y raison, le formaliser par écrit. Alors, ce n'est pas tous les dossiers qui finissent en révocation. Hein. C'est assez rare. C'est pour ça qu'on l'a mis, que je l'ai mis dans la slide. Assez rare pour le signaler. Mais souvent, on va plutôt avoir j'appelle ça chipotage. En effet, c'est pas vraiment du chipotage, mais on y est presque. C'est-à-dire, il y a un contrôle. La compagnie commence à sentir qu'il y a un loup, elle commence à faire de la rétention d'informations. Vous allez vous taper un audit de conformité, un audit comptable, un audit de gestion. Voilà. Donc, vous allez à peu près vous taper tous les audits à peu près en même temps pour vérifier s'il n'y a pas de loup, si tout est bien fait, etc. C'est vraiment dans le pire des cas où on arrive à une révocation. Et en plus, là, on a une révocation sans préavis. Parce qu'on vous l'a dit tout à l'heure, c'est comme pour l'insuffisance de production, ce n'est pas une faute, donc vous avez bien votre préavis. Mais si on vous êtes révoqué pour le non-respect d'une exclusivité de courtage, vous avez aussi le préavis qui va s'appliquer.
La révocation sans préavis, c'est vraiment là où on est dans le pire des cas. En général, on voit pour des détournements de fonds, des déficits de caisse qui sont mal faits, des règles notamment sur le respect de la limite pour réceptionner le chèque ou de l'espèce. Donc, si on est à 1100, on va récupérer l'espèce en ce moment-là. Donc, là, vous avez une révocation sans préavis. C'est pour marquer le coup. Il n'y a plus de relation de confiance avec la compagnie. Donc, c'est en soi que cet arrêt est sévère, de toute façon, puisque là, la compagnie était quand même bien au courant des faits. Je pense plus qu'il y avait autre chose derrière. On ne ressort pas, en tout cas, dans l'arrêt de cour de cassation. Et en plus, si vous voulez, c'est un peu la punition pour finalement avoir eu 3, 4, 5 courriers de la compagnie sur un an sans réponse de l'agent, tout simplement. Voilà un peu pour cette partie-là. Si vous avez des questions. Alors oui, j'ai une question. Est-ce que la compagnie peut imposer de mettre une distance kilométrique par rapport à la localisation de l'agence? Une distance kilométrique pour la circonscription ou pour le logement? Il y a deux choses. Aurélie, je crois que je connais les cas parce que j'en ai eu deux des agents TLM qui ont envoyé ces cas-là. Alors, il est prévu dans l'agence, dans vos accords contractuels, qu'il y a une certaine distance à respecter de l'agence et que l'agent doit demander une dérogation tous les 2 ou 3 ans. Donc, j'ai beaucoup d'agents qui sont revenus vers moi parce que la fin des 3 ans arrivait et qui devaient demander une dérogation, une nouvelle dérogation à leur compagnie. Donc, oui, c'est prévu dans les accords contractuels et il est possible de demander une dérogation pour plus de 3 ans. Merci Jonathan. Jonathan. J'avais plus de questions, mais en tous les cas, si vous en avez encore, il vous reste encore quelques minutes. Je ne sais pas si David ou Stéphane voulaient ajouter quelque chose, peut-être. Pour abonder ce que disait Jonathan, c'est sur effectivement la distance par rapport à son agence. Ça a été évoqué lors d'une récente commission avec la compagnie. En fait, la crainte de la compagnie, c'est de dire, en fait, l'agent n'est plus un agent de proximité. Et en fait, il développe son business plutôt dans sa zone de résidence que dans sa zone d'agence. Ça, c'est un peu, je dirais, presque désuet comme réaction, puisque aujourd'hui, notre modèle agent général, il a quand même évolué au fil des ans. Et de toute façon, du business, on en fait partout où on peut en faire. Et moi, je dis que l'agent qui souhaite redemander quelque part une dérogation pour habiter en dehors de sa zone, je dirais, de prospection, déjà, il faut qu'il puisse justifier qu'il est vraiment un acteur majeur sur son agence. C'est-à-dire que s'il est partenaire de clubs de sport autour de son agence, on voit bien qu'aujourd'hui, c'est un acteur dans son secteur plutôt qu'un acteur dans sa zone de résidence. Donc voilà, mais c'est vrai qu'il y a un véritable sujet là-dessus. Crainte de la compagnie, c'est effectivement de dire on n'est pas dans la proximité de son agence. Voilà, pour aller dans le sens de David, les mœurs évoluent, le temps évolue, donc on ne peut pas raisonner comme il y a 15 ans ou 20 ans. Donc c'est clair que cette clause, pour moi aujourd'hui, je vois de quel cas veut parler Jonathan, de qui veut parler Jonathan. Aujourd'hui, c'est clair que ça va être dans les discussions de la prochaine commission métier-agent où nous souhaitons que cette clause disparaisse. Parce que pour nous, c'est vrai qu'un agent qui aujourd'hui vit sur son point de vente au-dessus de son agence, il n'a pu en avoir beaucoup. Maintenant, la vie fait qu'ils sont souvent des fois à 30 ou 40 km. Et nous, dans les campagnes, 30 ou 40 km, ou 15 km ou 20 km, je dirais, c'est un quart d'heure de route ou 20 minutes. Donc, c'est de la rigolade. Donc, ça évolue. Donc, il faut que la compagnie, je pense, évolue. Donc, on va en discuter. Alors, quand ils sont intéressés sur un sujet, ils savent nous le mettre à l'ordre du jour. Nous, on a mis celui-là à l'ordre du jour pour demain en discuter. Il y a des choses, c'est 1 an, 2 ans de travail, mais on y arrivera. Et je pense que voilà, il faut que ça évolue parce que voilà, moi, ce qui m'inquiète, c'est pas les agents qui ont ce protocole, c'est ceux qui en ont pas et qui sont à 30 ou 40 km de chez eux. Parce que ça veut dire que techniquement, demain, si la compagnie se rend compte que du fait de cette clause, si je peux dire, ou de cette phrase dans les mandats, ça veut dire qu'ils sont susceptibles d'être remerciés à n'importe quel moment parce qu'ils n'ont pas respecté. Et aujourd'hui, David a raison. Il regarde surtout l'investissement. Et c'est vrai que si on est à 30 km et qu'on sponsorise tous les clubs de notre commune, nous avons notre agence, ainsi de suite, qu'on est investi localement, je ne vois pas comment on peut reprocher à l'agent de ne pas être investi. Voilà. Donc, tout ça pour dire, c'est que c'est un sujet, c'est pris, on va en discuter, voilà, même si aujourd'hui la compagnie dit non, on sait très bien qu'il ne faut pas s'arrêter au premier non, donc on va continuer. Et voilà, tout à fait.
C'est tout l'art de négociation. C'est ça. Ouais. Ok, bah, on n'a plus d'autres questions. Je ne sais pas, David, tu veux peut-être clôturer le débat. En tous les cas, nous, on a été ravis de vous avoir aujourd'hui. Alors, ce ne sera pas nous, mais nos collègues viendront. On a 2 collègues qui viendront vous voir au congrès fin avril pour continuer d'échanger avec vous. Donc, n'hésitez pas. Et David, je te laisse le mot de la fin. Bah, déjà, je vous remercie pour l'animation de ce webinaire. C'était un petit peu, je dirais, une première à notre niveau d'avoir demandé un petit peu le sujet aux agents avant de concevoir. Et je suis assez, je dirais, intéressé par le retour de mes collègues pour savoir en fait si on peut renouveler l'expérience sur d'autres sujets. Et autre chose, est-ce qu'il est prévu le support de présentation de pouvoir éventuellement le diffuser? Y compris à ceux qui n'étaient pas là aujourd'hui, quoi. Ou alors un support sous une autre forme, mais qu'on puisse reléguer effectivement ça en termes d'information auprès de nos collègues absents. Alors, je parle sous le contrôle de nos juristes, mais habituellement, en fait, pour tous les agents qui se sont inscrits, j'ai la liste. Alors, vous étiez presque tous présents, donc ça, c'est super. Et donc, je diffuserai un message à l'ensemble des inscrits avec le replay, s'ils ne l'ont pas vu ou qu'ils voudraient revoir des passages, et le support. Et effectivement, on est à peu près, allez, je dirais, un quart du réseau TLM présent au webinaire, donc c'est plutôt une bonne chose. C'est top. On vous rejoindra aussi nos coordonnées, du coup, parce que je crois que je ne l'ai pas mis sur la présentation. Comme ça, si vous avez des questions, vous pouvez. Oui, c'est ça, je l'ai pas mis. Vous pouvez revenir vers nous aussi. Voilà. Et puis, juste pour rajouter, tu parlais de l'AG, c'est un sujet que l'on va aborder rapidement à notre Assemblée générale, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons malheureusement l'expérience de ces genres de ce qui se passe actuellement, et la compagnie, on va dire, dégaine un peu plus vite aujourd'hui. Et après, tu as dit quelque chose de très important, c'est que souvent l'agent fait l'erreur de ne pas prendre au sérieux la première lettre ou le premier mail. Maintenant, ils actent les documents, ils actent les mises en garde de manière justement à être irréprochable si ça devait aller plus loin au niveau jurisprudence. Donc, il faut, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on se tient à se dire. Et bien souvent, on constate que les agents n'ont pas pris au sérieux dès le départ. Et quand ils se réveillent au bout de 2-3 ans, c'est trop tard ou c'est compliqué. Donc, il faut bien sûr prendre au sérieux tout de suite et répondre. Il ne faut jamais mettre ça dans le coin de son bureau ou dans le tiroir, au fond du tiroir. Il faut réagir parce que c'est jamais anodin un courrier recommandé de l'amendement. Voilà, c'était tout. Oui, c'est ça. Parce que nous, on est là, que ce soit votre fédération ou votre chemin professionnel, mais si vous n'avez pas répondu et qu'on est en bout de course, on ne peut rien faire. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ok, bien, merci en tous les cas de cet accompagnement et de l'Union professionnelle et de la GA. Et puis, bah, du coup, on vous souhaite une excellente journée et à très vite. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir à tous. Bonne journée. Petite flèche en haut à droite pour quitter, Jonathan.